Monsieur Jean Lassalle, bonjour. Bonjour, cher Vincent Lapierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ma première question, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Jean Lassalle, je suis député depuis maintenant, je finis mon 4e mandat. Donc j'ai duré un petit peu, je ne sais pas ce que je ferai après, si je ne suis pas à l'Élysée. J'étais fils de berger, je l'ai été moi-même, lorsque papa a fait une chute très grave en montagne, suivie de, qui s'est soldée par une bonne cinquantaine de fractures. 3 ans dans un lit de plâtre, au coma. Et moi j'ai repris à ce moment-là, alors que je m'apprêtais à passer l'oral de mon diplôme de brevet de technicien agricole, l'exploitation en main, je n'avais pas le choix, donc j'étais berger, et je me croyais d'ailleurs berger à vie, puisque j'avais fait la prime d'installation que venaient d'inventer Giscard d'Estaing et Chirac. Puis papa est revenu, il m'a dit, toi, j'ai eu la chance parce que je n'étais rien, il avait la nuque encore tenue très raide, de première fois qu'il s'est levé. Il a dit, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai 2 terriens. Mais toi, Jean, tu t'es sacrifié pour la famille, mais il faut que tu reprennes le cours de ta vie. Il n'y a que le rugby que tu ne pourras pas reprendre peut-être, mais tout le reste. Et tu vois, ton frère va avoir 18 ans, il parle aux animaux, et les animaux comprennent et lui répondent. Toi, dans 10 ans, les brebis te feront chier, et je pense que toi, tu devrais parler aux hommes. Trouve-toi un métier qui permette cela. Le monde change, il n'y a pas de place pour les deux. Mais fais attention, fais ce que tu es sûr de pouvoir financer toi-même. Et il me dit, je vois que tu es intéressé par la politique, tu as bien du courage, parce que vouloir s'occuper d'un pays qui a quand même collaboré dans des pourcentages très larges il y a quelques années, donc on était quand même, ce discours remonte à une 40aine d'années, même un peu plus, c'est beaucoup de courage. Mais bon, si tu fais de la politique, paie ce que tu engages. Voilà. Je suis tenu là, j'ai créé un bureau d'ingénieur conseil, et comme je n'avais aucun titre particulier pour me mettre à mon compte, en profession libérale, j'ai juxtaposé ingénieur et conseil, ce qui n'était pas interdit, or je n'étais ni l'un ni l'autre. Donc à partir de là, j'ai fait des ouvrages relativement importants, comme ingénieur conseil, tel un architecte qui construit un bâtiment, enfin qui élabore un bâtiment ou autre, et une place. Et j'ai fait ça pendant une trentaine d'années pour vivre. Et je l'ai laissé d'ailleurs à un cousin et un neveu. J'avais fait ça pour me libérer. Et lorsqu'ensuite ça a changé et que j'étais menacé comment on appelle ça, du conflit d'influence, j'ai tout laissé pour le haut symbolique. Et actuellement, il y a une 15aine de salariés, dont une 10aine d'ingénieurs. Ils vivent leur vie sans moi, mais on est quand même assez proches. Voilà. À part ça, j'ai eu tous les mandats locaux qu'on peut avoir, je pense. Mais à 21 ans, donc j'étais jamais pendant que papa souffrait. J'ai été conseiller général, on dit aujourd'hui départemental, mais ça avait un rôle à l'époque, c'était très important, parce que c'est une vallée pyrénéenne, à 24 ans, au terme d'une élection rude. Et puis, j'ai été ensuite vice-président du conseil départemental des années durant. J'ai eu la totalité des mandats locaux que l'on peut avoir, et même un peu plus, puisque je suis président des populations des montagnes du monde. C'est une structure qui est un peu au repos, parce qu'elle s'est un peu assoupie pendant que je faisais ma campagne présidentielle dernière. En fait, le fardeau était un peu lourd pour
les 2 ou 3 vice-présidents à qui j'avais demandé de s'occuper. Et bon, c'est très difficile de gérer une petite organisation mondiale de ce type, mais qui était devenue grande par les relations, les contacts. Et la montagne, c'est pas rien, c'est pratiquement pas tout à fait 40% de la surface non immergée de la planète. C'était 1,5 milliard d'individus à l'époque, sur à des hauteurs très variables. Et puis, il n'y en a déjà plus qu'1 milliard, donc ça veut dire que l'exode, où qu'on soit, continue son cours et que les petits cours d'eau minuscules en haut qui se terminent dans de grandes embouchures aux abords de villes telles que New Delhi, Bombay et autres, charrient autant d'hommes que de rochers et d'arbres perdus et les déposent par couches successives de sédimentation dans les banlieues très, très abandonnées de ces grandes cités. Voilà. Monsieur Lassalle, dans votre livre Aurore ou crépuscule résistons, vous dites que vous venez d'une famille à la fois gaulliste et communiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est très simple. Papa et ses frères et sœurs étaient gaullistes de résistance. Mais ils ont accompagné le général quand il est revenu aux affaires. Mais ils étaient plus de cette première inspiration gaullienne, si j'ose dire. Mais après, ça marchait aussi. Mais en même temps, papa est le seul homme que j'admirais au monde. Avec un de ses frères, tous les frères d'ailleurs, mes oncles. Mais ils avaient quelque chose. Ils étaient perpétuellement de bonne humeur. Il n'y avait jamais l'ombre d'un problème. Ils s'inquiétaient de me voir embarrassé à l'idée que je puisse mourir un jour, etc. Ils disaient, mais comment j'ai pu faire un fils aussi intelligent et qui se pose à 15 ans des questions auxquelles je n'ai jamais pu répondre durant toute ma vie, et même des questions dont je ne savais même pas qu'elles existaient. Il était très aimant, très bienveillant. Et il a veillé à ce que nous ne manquions de rien, alors qu'il n'avait précisément rien. Si ce n'est un troupeau de brebis. Et comme il avait arrêté la transhumance pour nous voir grandir, un troupeau qui transhume et qui arrête est un troupeau malheureux qui attrape toutes les maladies qui traînent. Donc il mourait, ça mourait joyeusement, il enterrait plus de bêtes qu'il n'en voyait naître, etc. Enfin, il les voyait naître, mais il les voyait mourir très vite aussi. Et donc, il avait épousé la fille dans une maison plus haute que chez nous, en montant à la frontière espagnole, du côté du col du Somport, à 1100 mètres d'altitude. Une jeune femme qu'il avait trouvée dans la montagne, précisément, parce qu'elle était, elle aussi, fille de berger. Et elles étaient 3 sœurs, dont elle, qui était la cadette, la dernière, avait été épousée par mon père, et les 2 autres avaient été épousées 2 réfugiés espagnols, graves, puisqu'ils avaient échappé aux geôles de Franco pour tomber assez vite entre celles de la Gestapo en France. À vrai dire, ils travaillaient dans des travaux que la France conduisait, notamment des structures hydroélectriques dans la montagne, assez formidables, même très formidables, où l'eau est reprise à plusieurs niveaux pour faire à chaque fois une chute et créer donc de l'énergie. Donc il travaillait là, dans ce chantier-là, puis j'avais épousé les 2 frangines. Et lorsqu'on se retrouvait à la maison, il fallait quand même faire 50 km, parfois à pied, de distance même 60. Mais tout de suite, dès qu'on était ensemble, enfin, moi j'adorais, parce que j'adorais les voir faire, et puis surtout je voyais les cousines.
ils avaient beaucoup de filles, elles étaient magnifiques. C'était les seules que j'osais approcher à peine un petit peu, de loin. Et elles chantaient divinement, tout le monde chantait très bien. Et alors, au début, on se jetait à la figure, bon, le pacte germano-soviétique et toutes les... et puis le retour de Gaulle au pouvoir en 1958, etc., ce qui pouvait ternir un petit peu le ricard espagnol qu'on prenait à l'apéritif, puisque du côté de maman, on était juste à côté de l'Espagne et on était avant la douane. Donc, c'était pas un problème. Et le ricard espagnol coûtait pratiquement à l'époque 5 ou 6 fois moins cher qu'en France, ainsi que un certain nombre d'autres choses. Et puis après, ça se calmait parce que les dames disaient, mais maintenant à table. Et tout le monde passait à table. Et puis, voilà. Donc je garde une image heureuse de cette enfance, de ce début, même de toute l'adolescence. Aussi heureux que je fus malheureux à l'extérieur. Parce que le fait de rentrer à l'école à 6 ans et de tenter d'y apprendre le français, puisque je faisais français troisième langue, après avoir fait béarnais, mais espagnol en même temps, puisque j'ai toujours suivi mon père, comme mon frère d'ailleurs, dans les estives, qui se situait en territoire espagnol, et il y avait des petits gamins qui avaient suivi l'exemple, enfin leur père avait suivi l'exemple qu'avait donné mon père. Voilà. Donc j'ai eu du mal, et puis après j'étais un petit peu, vous savez, attardé pour aller au village. Je venais de la 4e couronne de la ville de Lourdes-sur-Zichère, qui avait 200 habitants, et lorsque j'allais chercher la bouteille de gaz ou les commissions sur le dos, et bien, je recevais toujours le ballon bleu dans le... Il n'était pas très grand, mais lourd, dans le nez au lieu de le recevoir, parce que j'étais un peu moins habile que les copains qui avaient l'habitude d'échanger fréquemment. Et j'ai quand même souffert de cette très longue période, mais ça a été une chance, parce que ça m'a obligé à trouver d'autres activités. Alors j'étais à fond dans l'activité familiale, il y avait les bêtes à s'occuper, mais ça m'a poussé à lire aussi. Et puis le professeur a vu que je lisais vite, que je pouvais assimiler, et m'a poussé à lire. Qu'est-ce que vous aimiez lire ? C'est-à-dire, j'aimais lire ce qu'il m'a prescrit assez vite, parce que un jour, il a vu qu'à la bibliothèque, j'avais pris un bouquin de Platon. J'avais 12 ans. Il m'a dit, mais... ouais. Et alors, c'est pas le Platon d'aujourd'hui, parce que j'ai eu une collection qui était plus laborieuse. Le Platon d'aujourd'hui, on le lit encore plus facile. Et puis après, il m'a prescrit toute la lignée des plus grands classiques grecs, et puis celle des Romains. Et je crois que c'est un carton d'une petite trentaine d'ouvrages qui s'est abattu un jour à la maison, parce qu'il avait dit qu'il pouvait avoir un prix, alors que ma mère s'inquiétait, parce qu'on n'avait pas payé le pain au boulanger depuis 1 an et demi, et elle disait que c'était quand même un peu osé de faire arriver 30 livres d'une telle valeur, pour que, bon, voilà, même mon père disait, après tout, si on lui a dit, je pense qu'il faut qu'il le fasse. Lui-même était très porté vers les références à, comment je devrais dire, à l'histoire ancienne. Et il prétendait d'ailleurs que c'était le lot des bergers, comme celui des marins, qui du reste se ressemblaient beaucoup. Il pensait d'ailleurs que le berger avait existé avant même d'avoir des moutons ou autre chose à garder. Pour lui, le berger, c'était celui qui percevait le frisson, comme le marin, sur une mer d'huile. Un jour à midi, il pêche, il se croit éternel, sous un soleil d'azur magnifique. Le berger, c'est la même chose, quelque part entre calcaire et la voûte azur éternelle.
ils se croient. Mais ils perçoivent le même frisson et s'ils n'en tiennent pas compte, 35 minutes après, là, fracassé sur son embarcation. Vous dites que le berger est un veilleur d'hommes dans oui. votre livre. Et le marin, pensait-il, est la même chose, parce qu'il connaissait la mer, il voyait la mer, et il pouvait annoncer à ses proches des anormalités qui se préparaient et qui pouvaient faire beaucoup de mal. Et lui pensait que les bergers pouvaient aussi voir, sentir les changements, parce qu'ils pouvaient, 35 minutes après, recevoir la foudre qui foudroierait leur troupeau, et même eux, s'ils n'avaient pas pris leur disposition dans une muraille de nuages, dans lesquels on ne voyait rien, et où on entendait le fameux bourdon des abeilles. Donc il pensait que le berger, ayant pressenti le danger, se devait de prendre la route et d'en avertir de proche en proche tout ce qu'il verrait, de façon à ce qu'il puisse faire communauté pour se protéger. C'est la même chose en politique ? Oui, j'ai trouvé au départ. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à situer tout ça dans la politique, parce que la politique, à mes yeux, est un art. À mes yeux, c'est l'expression d'une vision, d'un rêve fou qui vous domine entièrement, l'expression d'un destin, d'un idéal suprême qui vous arrache. Et je ne trouve pas aujourd'hui d'abord des modèles contemporains, et je trouve peu de mes semblables qui m'impressionnent. Et je ne vois, là où j'ai cru voir à un certain moment des seigneurs, pas seigneurs de la petite noblesse avant qu'il n'y eut quelques coups de guillotine, mais des hommes, des femmes qui avaient une prestance, qui avaient une vision qui inspirait confiance et respect. Maintenant, je vois beaucoup plus de serviteurs, sans réflexion, s'adonnant à des tâches dont il me semble qu'ils ne sont pas eux-mêmes capables de décrire, et cherchant surtout à sauver leur peau. Parce que plus encore que la part du gain dont on a parlé pour la classe politique et des hommes politiques, aujourd'hui c'est le milieu de la peur. Et c'est certainement ce qui a engendré l'extrême lâcheté qui nous caractérise depuis une bonne trentaine, peut-être une quarantaine d'années, puisqu'une fois de plus, nous avons été vaincus. Dans un combat singulier, puisque nous ne l'avons pas vu, il n'y avait pas de troupes apparemment féroces à nos frontières, avec d'immenses drapeaux, des voix nasillardes dans des micros. Il n'y avait rien. Mais nous avons cédé. Remarquez, nous ne sommes pas les seuls. Les hauts fonctionnaires chez lesquels on trouve peu de Jean Moulin, remarquez, il y a peu de Clémenceau chez nous, avaient déjà senti le vent tourner, s'étaient agglutinés dans des castes, et n'avaient qu'une très lointaine idée de ce que pouvait représenter la patrie, au sens où la patrie, c'est le lieu où il y a le père, la famille, et on se retrouve volontiers, parce qu'on est de quelque part. La patrie, c'est le village, la patrie, c'est ton pays, la patrie, ça peut être l'humanité, à condition
que l'homme et la représentation qu'il se donne soit constituée d'hommes et de femmes qui éprouvent un sentiment solennel solennel, résolu, calme, déterminé pour s'acquitter de leurs tâches avant de devenir des sages. Voilà. Je ne trouve pas beaucoup de cela. Donc les fonctionnaires ont choisi, et puis après, malheureusement, la foudre s'est abattue sur ce qui tient lieu aujourd'hui d'organes d'information. Ils ont rarement eu autant de moyens en apparence, mais ils sont devenus d'une pauvreté humaine tragique, aussi tragique que nous, les politiques. Nous sommes un théâtre d'ombre. C'est un ballet froid. Tous aux mains de grosses fortunes. Il y en a peu qui échappent quand je vois le monde entre les mains de M. Niel, dont je connais au moins de réputation le beau-père, et puis les 6 ou 7 autres qui font et défont nos présidents, etc. Ça ne m'inspire guère. Voilà. Et j'aspire à retrouver, sans être, je crois, un nostalgique, enfin, comment je devrais dire, trop grave, ou un dépressif, je ne sais quoi. Et j'aspire avec espoir. Et le même sentiment joyeux que je sentais dans le cœur de mon père lorsque je le voyais prendre soin de nous, mais nous préparer à la vie, nous préparer à aimer. Il aimait qu'on aime. Il disait c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Et je n'entends plus ça du tout. Alors, Monsieur Lassalle, vous avez annoncé votre candidature à la présidentielle de 2022. Dans votre livre que j'ai ici, Aurore ou crépuscule résistons, vous parlez de la campagne présidentielle 2017 et vous dites à quel point elle a été dure. Réunir les signatures, les sondages, les médias. Qu'est-ce qui vous a motivé à retenter, renouveler l'expérience ? J'ai eu le sentiment de vivre un assassinat politique dont j'ai réchappé. Et quand on échappe à un assassinat, c'est un don, c'est un cadeau. Donc, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Et il faut continuer, mais en gardant la vie. Et j'ai vraiment eu ce sentiment très fort, puisque lorsque j'ai annoncé ma candidature le 7 avril 2016, en temps et heure, c'est-à-dire une année avant, le journal du Parlement, qui est un journal interne à l'Assemblée nationale et au Sénat, à ma grande surprise, avait publié une espèce de sondage, pourtant Dieu sait si je suis devenu, on y reviendra certainement, prudent à l'égard des sondages, qui faisait de moi le député ou le parlementaire le plus connu de France en France, mais même dans les pays européens et même ailleurs. Et il citait plusieurs cas. C'est vrai que j'avais beaucoup circulé, j'avais fait le tour de France à pied, j'avais posé un certain nombre d'actes, j'ai posé des actes qui me paraissaient de nature à pouvoir interpeller l'opinion et mes compatriotes à des moments où il m'était absolument impossible d'assumer ce que je vivais et que je ressentais. Donc pour revenir, le journal du Parlement avait dit, oui, très nettement devant, ça est le plus connu, etc. Jusqu'à cette époque-là, j'avais connu une période bien heureuse où j'ai fait quasiment toutes les émissions de télévision, radio, que ce soit en politique ou en variété, parce qu'il y avait beaucoup de... La politique était quand même souvent
traité aussi sous forme de variété. Je ne compte pas les présentations des plus grands journaux, Le Monde, le Figaro, le Magazine, qui m'ont consacré de larges reportages. Et cet avril, j'annonce ma candidature. Le 8 avril, je suis l'invité d'Europe 1 avec Canteloup, dont je fais la connaissance, qui m'imite d'ailleurs à la fin. Et puis, le média suivant auquel je suis invité, où je me rends, c'est 9 mois quasiment, enfin, je ne sais pas si c'est tout à fait le compte, c'était en février, pas tout à fait, à l'occasion d'un retour, alors que la campagne passait, hein, vous savez, elle avançait, personne ne parlant de moi. J'avais même des copains du village qui me disaient, mais alors, t'as arrêté la présidentielle, parce que c'est vrai. Et ma femme me disait, avant, je savais au moins ce que tu faisais. Je savais que quand tu n'étais pas ici, tu étais à Paris ou même à travers le monde. Et je t'ai accompagné. Tandis que maintenant, je ne sais même plus qu'est-ce que tu trafiques et qu'est-ce que tu fais. C'est-à-dire, je t'ai perdu totalement de vue. Donc ça, c'est le premier élément qui a beaucoup joué. Donc, l'émission à laquelle je suis invité, c'est chez Ruquier, Laurent Ruquier. J'avais fait Ruquier 5 fois. Donc on ne peut pas dire que c'était une surprise. Et il m'avait invité à mon retour de Syrie. Ce n'était pas la première fois que j'allais en Syrie. Je m'étais rendu il y a déjà très longtemps. Je crois que j'ai retrouvé l'année 1994. Parce que j'ai toujours été fasciné par l'Orient. Et je trouvais toujours les moyens de me déplacer. Et d'ailleurs, je dis souvent, quand on parle aujourd'hui de ce pays, il me semblait, avec mes yeux de 20 ans, une vingtaine d'années, y avoir vu plus de mini-jupes que de voiles islamiques. Mais j'ai très bien connu aussi à l'époque le Liban, bien sûr Israël, l'Égypte, tous ces pays qui avaient donné la poudre. Je m'étais rendu à de nombreuses reprises en faisant le mur, c'était le cas de le dire, en URSS, en Russie bien sûr, mais dans la plupart des pays satellites. Voilà, donc pour revenir à la campagne, après le Tour de France, j'avais fait un tour d'Europe. J'avais une stagiaire très très dégourdie qui avait contacté, pendant que je faisais le Tour de France, des écoles d'étudiants, celles de Lille, et elles avaient créé une véritable, comment je devrais dire, relation Jean Lassalle à travers toutes les universités européennes, ce qui fait que, et les écoles de journalisme, que lorsque j'ai fait ce tour d'Europe, à la surprise de ceux qui m'ont accompagné et de la mienne, j'étais connu partout. Et j'ai vu tout ce qui se passait à ce moment-là. Donc j'avais fait le Tour de France en 2013-14, et le Tour, celui-là, je l'ai fait en 2015. Par exemple, j'étais très surpris. En Grèce, j'ai rencontré, je ne sais jamais si c'est la famille Karamanlis ou l'autre, qui était encore au pouvoir, et qui pleuraient. Je les ai tous vus pleurer en Grèce. C'est un peuple, pourtant la Grèce, ça me touchait, je m'y étais déjà rendu. Mais l'un pleurait parce qu'il voyait la fin du PASOK, dont il m'expliquait ce que j'avais déjà entendu, que c'était le plus ancien parti démocratique d'Europe. Et puis, j'ai vu en même temps le jeune homme qui s'apprêtait à prendre le pouvoir parce qu'il y avait des élections européennes juste à ce moment-là. Et d'après les sondages qu'il y avait, il allait avoir pratiquement tous les sièges. Il n'était pas encore arrivé au pouvoir. Mais l'un pleurait parce qu'il perdait tout. Le PASOK n'était même pas crédité d'un seul député européen. Et les autres en avaient, je ne sais combien il y en a, une dizaine, voilà. Tsipras, c'est ça. Et nous avons beaucoup parlé avec Tsipras.
Et je me souviens de lui avoir dit, d'ailleurs, je suis très heureux de ce qui t'arrive, de ce qui arrive à la Grèce, mais je crains un peu, parce que je te trouve trop, comment je devrais dire, trop optimiste. Certes, quand tout va mal, l'optimisme est de rigueur, et quand tout va mal, il est de trop, mais moi, je te trouve, tu vois, et je ne sais pas si tu pourras te faire suivre, soutenir longuement. Est-ce que le peuple est prêt à descendre lorsque tu vas prendre des décisions dont tu me parles dans la rue pour te soutenir? Parce que tu n'as pas suscité le moindre sentiment de résistance. Tu combats les deux familles qui sont au pouvoir depuis des lustres, depuis la fin des colonels, et qui étaient auparavant, mais tu n'as pas préparé, me semble-t-il. Et tu vois, les copains, là, dès que vous allez vous heurter au pouvoir, je crains que vous vous dispersiez assez rapidement. Et malheureusement, ça n'a pas raté. Bon, en Italie, j'avais rencontré un phénomène naissant qui était un homme plutôt de spectacle, que j'ai beaucoup fréquenté pendant mon court séjour en Italie, et qui s'appelait maintenant, je ne me souviens plus, le parti 5 étoiles, là, Nice. Et je l'ai vu à Rome, je l'ai vu la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu dans le nord de l'Italie, cette magnifique ville qui s'appelle Trieste. Et puis après, j'ai surtout vu à Naples, dans une soirée hallucinante, dans le bas-fond de Naples. Et j'avais un copain qui était maire d'ailleurs, qui était parti essayer de garer la voiture. Il y a mis toute la soirée et la nuit. Et j'avais mon stagiaire. On descendait pour aller au fin fond de Naples. Et on m'arrêtait dans cette petite rue où il y avait un brin de musique qui sortait ici ou là, de bonnes, des crêpes, des pâtisseries. Et on me connaissait, les dames m'embrassaient, m'offraient, etc. Et puis, il y avait un monde dans une place vaste. Derrière, il y avait la circulation qui passait, des scooters, des vélos sur lesquels on trouvait 3, 4, 5 personnes qui ne tombaient pas. Je passais, les enfants, c'était... Et puis alors, j'ai vu le tribun tel qu'on n'en a plus, quoi, tel qu'on n'en voit plus. Et j'étais au fond, donc je discutais de temps à autre. Et puis l'un me disait qu'il était ingénieur, l'autre qu'il était médecin, l'autre qu'il était... Bref, il y avait tout dans ce milieu un peu surréaliste. Je retrouvais ce qui me semblait être la crème de la ville. Voilà. Bon. Bref, j'ai eu la chance de rencontrer, en Allemagne, alors là j'ai été vraiment bluffé parce que pas un mot d'allemand, et j'ai voulu aller à Baden-Baden. Il me semblait que ça, je l'avais fait à pied. Oui, ça c'était le Tour de France, à cause de la rencontre entre De Gaulle et Adenauer. Et tout le long, je me suis dit, là je vais avoir la paix, parce que quand j'étais en France, et ils s'arrêtaient pour parler avec moi. Les Allemands, c'était pareil. Et quand je suis parti en Allemagne, avec le Tour de France, toujours les élections européennes, alors c'était assez là, l'Europe complexe, parce que les Allemands n'avaient pas de mots assez durs pour juger la Grèce, par exemple, et les Grecs pour traiter de l'impérialisme allemand. Mais j'ai vu ce qui aurait été impensable à Paris, 2 meetings à 2 jours d'intervalle en Allemagne, l'heure organisée par Angela Merkel
pour défendre les siens, sous un chapiteau blanc, pas loin de la porte, je sais pas comment, de Bourg, là, enfin, qui est très connue. Et puis, 2 jours après, Schulz, qui était son adversaire, et en même temps, il partageait le gouvernement, et tous les deux tenaient cette réunion. Angela avait 350 personnes sur le chapiteau blanc, 2 jours après, Schulz en avait 500, mais Angela avait quand même, j'entendais hurler de toutes parts, c'était au moins une quinzaine de milliers de Turcs aux environs du chapiteau qui disaient tout leur mal-être, qui hurlaient toute leur insatisfaction. Voilà. Donc j'ai vu en Slovénie, j'ai vu en Croatie, alors qu'ils venaient de rentrer déjà les premiers déçus de l'Europe, des groupes qui se créaient pour lancer la nouvelle démocratie, la citoyenneté, comme j'ai vu en Espagne exactement la même chose, comme je l'avais vu en Irlande, voilà. Donc, pour revenir à la notoriété, j'étais notoire. Et puis, comme j'étais président de la population des montagnes du monde, j'avais fait beaucoup de pays. Et j'avais organisé, à 2 reprises, l'Assemblée générale des populations des montagnes du monde, à Chambéry, en passant par l'Assemblée nationale, avec la présence d'une plus de pratiquement 70 pays, et puis ensuite à Oloron-Sainte-Marie, quelques années plus tard, avec une 50aine de pays présents, dans une ambiance qui littéralement stupéfiait tous ceux qui participaient, parce qu'ils ne croyaient pas trouver des choses semblables, les costumes, la fierté de ces hommes, ces femmes en représentation de leur montagne, de leur pays, chantant tous merveilleusement, de manière très différente. Voilà, donc j'étais effectivement connu. Donc, Ruquier m'invite, et puis j'ai l'impression de tomber dans un véritable guet-apens, dans son émission. Il m'invite à mon retour de Syrie, et j'ai serré la main de Bachar el-Assad. C'était un peu après l'histoire des gazages, etc. Oui, des présumés gazages, parce que moi, je n'en suis toujours pas convaincu. Vous dites que vous en avez parlé avec lui ? Oui, j'en ai longuement parlé avec lui, puisqu'il avait autorisé la délégation à le recevoir, à nous recevoir, et nous étions accompagnés d'une équipe de France Télévisions et de Radio Luxembourg, LCP, je ne sais plus quel était le 4e. Bon, en fait, du point de vue média, on avait ce qu'on devait avoir. Et on avait proposé, nous, de faire plus court avec Bachar el-Assad pour laisser le plus de temps possible à nos journalistes, qui s'étaient d'ailleurs consultés pour voir s'il lui parlait ou pas. Nous, on lui dit, écoutez, vous avez suivi, si vous voulez y aller, vous y allez, et si vous ne voulez pas, nous, on va parler un peu plus longtemps. Mais ils y avaient été 3/4 d'heure au moins, voilà. À part RTL, il n'y en a pas eu un qui en a dit un mot. Il y avait une journaliste de France Télévisions, une jeune femme, parfaitement désagréable d'ailleurs, qui ne pouvait pas me voir en peinture. Mais enfin, j'ai eu un petit moment quelque part, ça me fait plaisir parce que, non, pas fait plaisir, mais elle a eu une crise d'angoisse à Alep. Parce que nous étions rendus à Alep, qui venait d'être libéré 3 jours avant, et c'était apocalyptique, Alep, la ville d'Alep, que j'avais connue, elle aussi, si belle, cette si vieille ville. Et là, sortaient de partout, en haillons, des hommes couverts de poussière, parmi lesquels on retrouvait des soldats. Une fois qu'ils avaient alors
tout était catastrophiquement rasé, les hôpitaux, il n'y avait que l'université française qui était tenue par une prof de philosophie française qui, elle, n'éprouvait aucun problème. Bon, l'école avait été un peu endommagée, mais elle n'avait pas arrêté un seul jour d'enseigner. Oui. Voilà. Donc là, vous voyez, ça je l'ai souvent dit, j'ai connu l'Espagne franquiste, malheureusement. Mais lorsque on voyait la Guardia Civile au coin d'une rue, je peux vous dire qu'il n'y avait pas grand monde qui se jetait dans leurs bras. Ça traçait. J'ai vu en Union soviétique, je n'ai pas vu beaucoup de gens se jeter dans les soldats de l'armée rouge ou de la police. J'ai été plus tard, malheureusement, lorsqu'il y a eu ce terrible drame yougoslave, j'ai tant aimé la Yougoslavie unie, et lorsqu'ils se sont affrontés, je ne voyais pas non plus beaucoup de gens se jeter dans les bras de leurs armées respectives. Voilà. Et là, mais alors, dès qu'ils voyaient un soldat, tout le monde leur tombait dessus, les pauvres. Voilà. C'était l'armée de conscription de Bachar el-Assad, et je me suis dit quand même il y a quelque chose. Alors pour revenir à cette journaliste, nous devions prendre l'avion dans l'aéroport qui venait d'être rouvert exprès pour nous, et au moment où nous arrivions, proche de l'avion, il y a eu un tir de roquette. Et bon, je ne savais pas ce que c'était au juste les roquettes, mais j'ai vu que ça faisait des dégâts quand ça tombait, parce que c'est comme c'est tombé à 50 mètres. Je ne sais pas si c'est l'avion qui était visé ou nous, enfin. Mais toute la chaussée a été, vous savez, elle a volé en éclats. Hein. On n'a senti que des gravillons passaient partout, aucun n'a été blessé. On nous a fait rentrer à toute vitesse dans ce qui tenait lieu de salle d'accueil, enfin, etc. Et là, il y a eu un échange de bombes et de trucs. Bon, tout le monde était dedans. Et il y a eu plusieurs crises d'angoisse. Alors, il y avait des collègues députés. Là, j'ai compris où des députés, enfin, nous n'étions pas tant que ça, puisque je crois que nous n'étions que 4. 3 ont été battus. Moi, je me suis sorti quand même, législative. Et ils téléphonaient à leur femme. J'ai compris qu'à des moments, il ne faut pas téléphoner à sa femme. Parce que du coup, c'était fini, il ne pouvait plus rien dire, parce que « Allô chérie, comment ça se passe ?» etc. Et les pauvres racontaient, ils ne pouvaient rien faire. Je vois une fille, mais alors dans un état d'hystérie, une crise d'angoisse. C'était la journaliste de France Télévisions. J'ai dit, mais il faut consoler cette personne, vous ne pouvez pas la laisser. Alors, moi, je ne me sentais pas le mieux placé, mais je lui ai quand même parlé, gentiment, et je l'ai apaisé. Et puis, ce travail étant fini, j'ai dit, pour une fois que j'ai la chance de participer à une bataille, je vais quand même voir à quoi ça ressemble. Et je n'avais pas fait attention qu'on avait un général qui s'occupait de nous avec 3 ou 4 de ses officiers. Il ne m'avait pas vu sortir. En ouvrant la porte, ça résistait, et j'ai poussé, et c'était une des sentinelles qui obstruait la porte parce qu'il était abattu. Oui, donc, à travers la porte entrouverte, je l'ai un peu poussé pour ouvrir un peu plus la porte. Et puis, je me promenais, puis je voyais ces zébrures, vous savez, comme un orage. Hein. Sauf que ça tombait, ça passait de colline en colline, et de temps en temps, il tombait quelques pruneaux, enfin, quelques tirades chez nous. Et là, je vois cet homme venir vers moi, il me dit, enfin, vous n'y pensez pas, monsieur le député, mais rentrez de suite, vous êtes en danger de mort. Je ne sais pas comment vous êtes ici. J'ai dit, parce que j'ai voulu voir.
pas participer à des batailles, puisqu'il y avait celle-ci qui me semble pas quand même très très importante, en tout cas elle est assez lointaine, elle dit non mais nous sommes au cœur, c'est nous, c'est sur nous que ça, c'est à cause de nous que ça se passe, vite vite rentrez. Et il me regarde dans les yeux, il me dit, j'ai appris que vous étiez candidat à la présidence de la République, je ne sais pas si vous serez élu, en tout cas je peux vous dire que vous en avez les nerfs. J'ai rarement vu, j'en ai vu des chefs d'État avoir une attitude, je dirais pas, il avait trouvé le mot juste, irresponsable. Vous me paraissez très responsable. C'est ça qui est le plus effrayant. Vous avez le sentiment d'avoir toute votre responsabilité, toute votre conscience, et je ne peux pas croire que vous ne sentiez pas la mort autour, parce que nous avons la mort autour, et ça ne vous perturbe pas. En tout cas, vous avez les nerfs. Je ne sais pas si vous aurez les voix. Voilà, bon, voilà, quelques anecdotes. Et alors, Ruquier, après, m'a invité dans une émission complètement caviardée, qui ne s'est pas bien passée, sauf avec le public, parce que j'étais acclamé en arrivant, j'étais acclamé en ressortant. Le problème, c'est qu'on avait enregistré un peu plus d'une heure et 2 minutes, je crois, et que le résultat, alors qu'il m'avait dit qu'il n'y avait que, ça je le savais, que des petits ajustements à la marge. Sauf que l'1h30 est devenue 33 minutes, ah oui. Donc il y avait quand même beaucoup. Et j'y comprenais rien, mais rien. Et quand j'ai voulu regarder ça avec ma femme, parce que ça avait déjà fait un peu de bruit dans le Landerneau, ma femme n'a pas pu supporter plus de 2 minutes, pourtant elle en a vu des vertes et des pas mûres. Elle m'a dit, mais c'est pas toi, mais c'est pas possible. Je ne répondais pas aux questions, il y avait des questions qui m'étaient posées, je parlais d'autre chose. On voyait vraiment que c'était un montage archi caviardé. Pourtant, j'avais trouvé un entretien, certes rude, mais je ne m'étais pas senti en difficulté. Même Yann Moix m'avait un petit peu effleuré avec la France éternelle. Il disait que c'était une invention du 19e siècle, etc. Je lui avais répondu, et on m'avait interpellé sur mon suppléant, qui avait eu à un moment donné une affaire avec Spanghero. Il était le responsable des viandes de Spanghero, et on avait malheureusement trouvé beaucoup plus de cheval que de bovin. Oui, je me souviens. Oui. Voilà. Donc il avait vraiment passé incompréhensible. Alors ça a eu quand même un effet bienfaisant, c'est que du coup tout le monde s'est souvenu que j'étais candidat aux élections. Et du coup, les affaires ont un peu repris. Parce que lorsque je me suis présenté au mois d'avril, figurez-vous que j'ai reçu, dans les 3 semaines qui suivaient, 200 parrainages spontanés. Promesse de parrainage. Lorsque j'ai quitté l'Assemblée nationale vers le 20 juillet, j'étais quasiment à 400. Mais sans avoir fait de Tour de France. Je voyais les autres partir, moi ça tombait. Voilà. Et puis alors, vous savez qu'à Paris, entre le 1er août et le 15 septembre, il ne se passe plus rien. Bon. Lorsque je suis revenu, d'abord j'ai découvert combien j'étais démuni parce que j'avais personne autour de moi. Les stagiaires que j'avais connus n'étaient plus là. Mon fils est venu me voir, Geoffrey. J'ai dit, si tu pouvais commencer à classer quelques mails pour voir, faire quelques réponses. Le pauvre, il est tombé dans la marmite. Et du coup, il y est resté tout le restant 9 mois à Paris à me suivre. Son frère, qui faisait un stage, l'a rejoint. Voilà, donc on avait démarré. Mais je n'avais plus que 80 parrainages. Et je téléphonais au maire. Je dis, mais monsieur le maire, vous m'aviez... c'est-à-dire ceux qui me répondaient.
le conseil municipal, vous savez, j'ai un conseil municipal multicolore, vous êtes quand même assez clivant. Je me suis foutu le bordel. J'ai dit, mais c'est un parrainage, c'est-à-dire que vous m'autorisez à me présenter, vous n'êtes pas du tout obligé ensuite de me soutenir. Regardez, moi, j'ai parrainé à 3 reprises au moins Arlette Laguillet, j'ai jamais voté pour elle. Après, bon, j'ai parrainé Bayrou, bon, là, j'ai voté pour lui. Là, je ne peux même pas me parrainer. Et je vais donner mon parrainage à Poutou. Mais rien n'y faisait. Et puis, petit à petit, on est parti. Vous pensez que des consignes avaient été données ? Ah, mais c'est-à-dire, je ne le pensais pas, j'avais la certitude, parce que des maires, après je l'ai encore mieux vu sur le terrain, parce que je suis parti dans les Ardennes, je suis parti dans des lieux où il me semblait que je pouvais trouver tout ce que l'Aveyron compte de communes, peut tirer, etc. La Creuse, tous ces départements, la Lozère, etc. Et les maires étaient très avancés, ils me recevaient, j'avais mon fils. Ah oui, et puis il y avait Pierre Carle. Qui vous suivait pour un reportage. Voilà, et qui servait aussi de chauffeur. Mais il le voyait faire. Non, j'ai vu des maires désespérés en disant, bon, le député a téléphoné, on ne peut pas te parrainer parce que il faut garder des... On ne sait pas qui c'est qui va être désigné pour les Républicains. On ne sait pas qui va être désigné pour les socialistes. Il faut qu'on garde le stock. On ne peut pas. Et puis, il y en avait qui étaient aussi libres que moi, mais qui disaient, non, le député nous dit, pas sérieux. Et alors le préfet, qu'est-ce qu'il nous a mis ? Il dit, mais si vous voulez parrainer quelqu'un, mais parrainez M. Jardin, ou je ne sais pas comment il s'appelle, ou alors parrainer à l'extrême limite Asselineau. Oui, en général, pas mal là qui se présentent. Mais ça, la salle, c'est une tâche pour la commune. Vous n'aurez plus aucune subvention. Ah oui. C'est terminé. Et moi, je ne peux pas quand même m'expliquer, Madame la maire ou Monsieur le maire, hypothéquer ainsi les chances de la commune. Donc, j'ai passé longtemps à stagner à mes petites 100 signatures. Puis après, on s'est organisé et on a repris. Vous avez fini avec quasiment 700 signatures. 708. C'est ça. 707. Sur 78 départements différents, alors qu'il n'en fallait que 30. Et ensuite, vous menez campagne, et alors vous expliquez justement tous les problèmes que vous avez rencontrés avec le Crédit Agricole. Cette histoire est absolument hallucinante. Et ça a été d'autant plus difficile à admettre et croire l'évidence. D'abord, je ne me suis pas occupé, moi, parce que quand vous menez une affaire comme ça tout seul, et que vous voyez les staffs, parce que je voyais bien les autres candidats. Il n'y avait rien de secret dans tout ça, on se voyait. Mais moi, j'étais avec ma petite coalition, là. Et lorsque les paraphes sont arrivés, j'ai dit, bon, maintenant, au boulot. J'avais 8 semaines devant moi. Je me suis dit, là, on va quand même essayer de dire. J'avais un projet qui avait été écrit, qui existe encore, qui est visible. J'avais même écrit 2 livres pour le présenter. Un berger à l'Élysée, résistant, le temps est venu pour le décliner. Bon, on va s'expliquer. Bon, toujours aussi peu de médias. Et puis... Vous êtes censé pouvoir compter sur un prêt de 800 000 euros. Je suis censé pouvoir compter. C'est même pas un prêt. C'est tout simplement le versement d'une dotation de l'État pour mener campagne du premier tour. Et ce que j'ignorais, et que des Français ignorent, c'est que vous ne le remboursez pas. Quel que soit votre score. Quel que soit le score. Voilà. Après, si vous dépassez les 800 000, là, il faut que vous fassiez 5% pour être remboursé de vos frais. Voilà. Mais moi, je n'avais pas du tout l'intention de passer les 800 000. Je trouvais que c'était très bien. J'avais programmé mes déplacements sur tous les territoires d'outre-mer. D'abord parce que c'est des bouts de France
que je les aime. Je ne les connaissais pas tous, mais je me suis dit... j'avais beaucoup de journalistes qui m'avaient aidé à monter des voyages à La Réunion, etc. Des journalistes d'ailleurs très connus, très en vue. J'avais un regain d'amour, si on peut dire. Voilà. Et puis, mon financier, là, parce que c'était très organisé, celui qui était chargé de suivre, me dit, mais on n'arrive pas à faire entrer l'emprunt de Crédit Agricole. J'ai dit, écoute, tu ne vas pas me merder avec ça. On ne l'a toujours pas rentré, parce que là, c'était quand même à 3 semaines. Non, ils ne répondent pas. Alors, je passe un coup de fil au directeur à Pau, et je lui dis, mais, vous savez, j'ai toujours été votre client, comme un papa, et mes grands-pères se déplaçaient à Pau pour faire le Crédit Agricole il y a 80 ans, 70 ans, et la mutualité sociale agricole en même temps. Ils ont participé à la fondation, c'est ça? Oui, ils y allaient nuitamment parce que pour ne pas rencontrer des copains, parce que les copains se moquaient toujours d'eux, on disait « Ah, la salle, tu vas faire un syndicat, tu vas faire une banque des paysans ». Mais enfin, mais t'es malade ou quoi? Mais enfin, jamais il y aura une banque des paysans. Même si on en faisait une, elle sera récupérée tout de suite et nous on sera taillés comme des moutons. Mais les autres disaient, mes grands-pères répondaient non, non. Donc j'ai dit, bon, mais versez-moi cet argent, ça ne vous coûte rien. Eh bien, rien. Et donc, il a fallu se rabattre sur le crédit coopératif, qui, lui, m'a fait ce qu'il a pu, mais n'a pu m'informer du fait qu'il était prêt à me verser de l'argent, mais que le vendredi soir à 23h05, veille du premier tour. Donc, vous voyez, je ne pouvais pas me faire grand-chose. Alors après, le Conseil constitutionnel a examiné mon cas, a vu que j'avais été très gravement lésé, parce que plus de voyages... Ah oui. J'avais prévu un événement à Paris, parce que je voyais ce que faisaient les autres, donc je me disais, il faut quand même réunir. Mais heureusement, j'avais pu faire quand même des événements qui ne coûtaient rien. J'avais eu le culot, parce que j'y connaissais beaucoup de copains, de faire un rassemblement à la plaine Saint-Denis. Il y avait tous les médias, on ne peut pas dire qu'ils n'y étaient pas, ils y étaient, il y avait même CNN, il y avait toute la presse française, et ils discutaient, ils disaient, il y a au moins 500 000 personnes. Et en plus, ça tombait bien parce qu'il y avait des marchés, c'était un jour de marché, je l'avais fait exprès, partout, donc j'ai passé une matinée éreintante, l'après-midi encore plus. Là, je me suis dit, là, j'ai frappé un gros coup, j'ai eu beau, avec les copains, regarder tous les journaux, pas une trace. Ah oui. J'ai été à Marseille, Mélenchon y était passé quelques jours avant moi, et puis on avait parlé de la fameuse, sa fameuse rencontre du Prado. On me dit, mais t'as beaucoup plus de monde que Mélenchon. Et les gens me disaient, au Vélodrome. Le Vélodrome venait d'être neuf, là. Il faut aller au stade de Vélodrome parce que tu vas nous faire quelque chose de bien. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait, mais j'avais un monde fou. Et les accompagnants existent encore. Ils ont vécu ces moments-là. Ils estimaient qu'il y avait 70, 80 000 personnes. Pas une image. Les seules images que j'ai vues sur FR3 à Corse, c'est lorsque j'étais en Corse. Et là, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Étonnamment. Mais c'était un peu tard, c'était presque la fin, de la campagne. Donc, j'ai connu une campagne qui a coûté 250 000 euros. La moins chère de tous les candidats. Oui. J'ai pulvérisé Arlette Laguillet, qui était pourtant reconnue pour la modestie de ses campagnes. Mais de très loin. Parce que les autres, ils ont tous fait rentrer quand même les 100 000 euros, ils ne sont pas fous. Moi, et alors, le Conseil constitutionnel a trouvé même moyen de m'enlever 30 000 ou 35 000 parce que, alors que c'était déclaré, parce que tout est déclaré, et puis surveillé. Oui, mais on faisait les choses très bien. Tout ce que j'avais fait avec ma voiture personnelle, ils l'ont enlevé. Mais je savais que je pouvais louer une bagnole, mais moi j'étais bien dans la mienne, donc on m'avait dit, mais c'est parfaitement possible. Que Karl avait conduite, que mon fils avait conduite, que ma femme avait conduite aussi, tout ça, ça sautait. Et on m'a fait même sauter, alors ça, j'ai toujours pas compris. J'avais beaucoup de jeunes qui rentraient le soir à 4h du matin
parce que il jouait un rôle très important dans ma campagne. Et les pauvres, ils rentraient en taxi, nous avions une location avec de sociétés de taxi, donc on faisait le code, etc. Et ça aussi, on l'a fait sauter. Donc, mais enfin, ça n'a pas été trop tragique, et puis je me suis rendu compte que les dons étaient rentrés, finalement. Je n'ai pas perdu trop d'argent, et le Conseil constitutionnel m'a autorisé à pas tout à fait 10% de ce à quoi j'aurais dû, c'est-à-dire 70 000 euros, ce qu'à la fin, j'ai payé, au fond, mes 230 000 euros assez facilement, quoi. Alors que j'avais hypothéqué la maison de la belle-mère, la mienne, etc. Je me suis assez bien sorti. Mais je n'ai pas pu faire campagne, en aucune manière que ce soit. Je n'avais pas 1 euro symbolique. Si vous voulez prendre des billets d'avion, voilà. Après, quand j'ai vu sur la fin que je m'en sortais, il fallait doubler, donc j'ai fait appel 4 fois à une société que m'avait présentée d'avions, de petits avions, mais qui vont vite, et même une fois d'hélicoptère pour me déplacer, une fois de Bayonne en Moselle, de la Corse, un aller-retour en Corse, etc. Et il s'est trouvé un journal, je ne sais pas lequel, pour dire que vraiment, contrairement à ce qu'on a dit, Jean Lassalle n'avait pas mégoté sur l'argent public pour sa campagne, puisqu'il avait utilisé des avions privés, comme si tout le monde ne l'avait pas fait jusque-là. Qu'est-ce qu'avait fait Sarkozy? Bayrou, je l'ai accompagné partout, je n'ai toujours vu que des avions qui décollaient à Villacoublay et qui repartaient. Personne ne s'était jamais posé la moindre question de rien. Donc l'équipe s'est structurée, on a sorti le projet, Dalila avec une petite équipe a fait des parrainages, mon frère a apporté une touche à la fin avec les contacts, parce qu'il a été président de l'AOP Osso Irati, le fromage, donc il connaissait, il était dans les instances nationales des AOP, etc. Il m'a trouvé quelques jours 200 maires. Ah oui, c'est bon, d'accord. Et ça a grimpé, et après ça tombait, parce que les maires avaient repris confiance. On me revoyait un petit peu, on voyait que ce que je disais n'était pas totalement idiot, parce qu'on avait tellement convaincu tout mon entourage, tout ce qui était autour de moi, que j'étais totalement fêlé, que j'étais un abruti. Alors, les réputations se sont succédées. La première qui a vraiment pris, c'est que j'étais un ivrogne patenté. Ça, je le reconnais, j'ai pris de bonnes cuites dans ma jeunesse, et que mes fils, ma foi, se sont tenus à peu près. D'ailleurs, ils ont souvent été dans les mêmes lieux que moi, sans que je leur dise où j'avais été. Et j'avais fait la même chose avec mon père. Mais ensuite, moi, un verre de rouge me suffit par repas, je suis jamais... Bon, voilà. Ensuite, j'ai eu la spécialité de poseur de main aux fesses des dames. Oui, on a suivi ça, effectivement. Alors là, en une nuit, 1 million de tweets, ce qu'aime pas le voisin. C'est Geoffrey, justement, qui découvre ça, alors qu'on avait regardé un film, et on parle volontiers. J'ai vraiment une épouse aussi très agréable qui fait vivre la famille. Quand il y a un film, après, elle était institute, donc elle organise un peu la discussion, etc. Et à 2h30, Geoffrey dit « Oh, dis donc, papa, t'es accusé de harcèlement parce que t'as foutu la main aux fesses d'une militante communiste, ensuite d'une japonaise, que tu as harcelé dans un ascenseur, enfin je ne sais quoi. Ah, mais c'est très grave. Et alors là, ça c'est terrible. Oh, il faut réagir de suite. Je dis, attends, demain, on va voir. Bon, voilà. Et puis après, François Bayrou a crédité l'idée qu'il avait pu me maîtriser pendant plus de 30 ans. J'étais un type supérieurement intelligent, mais une intelligence noire, puisque j'étais un psychopathe.
supérieurement intelligent, mais que ça se terminerait par les viols en série et les meurtres en série. J'avais ça dans la peau et il n'y avait rien à faire. Donc tout ça dans les plateaux de télévision. Et alors, pourquoi ? Mais parce que on avait fait plus de 30 ans ensemble, et là j'étais candidat, lui ne l'était pas. Ça lui était insupportable, je pense. On n'a pas pu en parler puisqu'on ne se parlait déjà plus. Et je n'ai pas pu savoir. Mais en tout cas, ça a apporté ses fruits. Donc déjà que je n'étais pas très interrogé, je n'étais pas encouragé, mais j'en ai parlé avec plusieurs journalistes qui me disaient, je ne peux toujours pas citer leur nom aujourd'hui, mais il y en a un certain nombre qui ont voté pour moi. Et des journalistes très en vue, présentateurs de journaux télévisés à l'époque, et pas des petits, France Télévisions, TF1, etc. Et cette attitude les avait, voilà. Donc vous voyez un peu dans quoi j'étais. Oui, bien sûr. C'est tout un contexte. C'est une ambiance, oui, effectivement. Alors, il y a une question vraiment qu'il faut que je vous pose, Monsieur Lassalle. Vous nous avez parlé un peu tout à l'heure de Tsipras, et on a vu la façon dont l'Union européenne a écrasé les Grecs, et la manière dont Tsipras a plié, finalement. Si vous étiez président de la République française, que feriez-vous à l'égard de l'Union européenne ? En gros, est-ce que vous êtes pour le Frexit ? Mon idée n'est pas encore totalement arrêtée. Je me suis inquiété pendant un certain temps, et en relisant ce que j'avais pu lire, pas que les philosophes grecs ou les Romains par la suite qui ont bien structuré l'affaire, mais en lisant divers auteurs, j'ai appris, et puis fort de mon propre expérience, il faut se forger progressivement une intime conviction. Mais elle est fluctuante tant qu'elle n'est pas stable. Et pour moi, il y a un moment que je sens que... Bon, d'abord, j'ai jamais été... j'étais content que l'Union européenne se dessinât. Mais j'étais plus dans l'option du général de Gaulle, peut-être par atavisme. Mais ça convenait aussi aux communistes de mes oncles. C'est-à-dire une Europe des nations, où chacun assumerait sa responsabilité, et un peu comme dans une communauté de communes naissante, on ferait ensemble ce qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Mais on ne délaisserait pas sa part, la part de souveraineté sans laquelle il n'y a plus de patrie, de nation, de pays. Voilà. Et j'ai, depuis très longtemps, été frappé par le fait qu'on voulait à tout prix que nous devenions les États-Unis d'Amérique en Europe. Et j'ai dit, mais quand même, je les trouve un peu prétentieux, nos amis américains, parce que, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas dire que le Texas, qui est quand même un État développé, soit tout à fait la Grèce antique. Il y a quand même quelques siècles d'histoire. Je ne suis pas convaincu que Massachusetts, dont on vante l'éclectisme, soit la Rome antique. Je ne suis même pas sûr que le Colorado soit la vieille Espagne. Et alors, la France, c'est peut-être la Californie, mais il y a quand même eu quelques révolutions. Et en même temps, si j'observe ce qui s'est passé à grands traits, je me rends compte que le dernier millénaire a été marqué dans la durée. On a eu d'autres pays qui l'ont marqué fortement, je pense notamment au Portugal et à l'Espagne, à la Hollande, qui ont marqué profondément l'histoire par les découvertes
d'exploration. Christophe Colomb, c'est pas rien. Mais je m'interrogeais sur cette volonté de ressembler à tout prix aux Américains et de faire de devenir une Europe fédérale, quoi. Je ne voyais pas qu'est-ce qu'on avait de fédéral. Je voyais ce qu'on avait d'européen. Je percevais tous les avantages qu'il y aurait à travailler ensemble en bonne intelligence. Mais je ne voyais pas qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant de déléguer nos pouvoirs à une bureaucratie que je voyais déjà omnipotente dans chacun de nos pays, et la France n'était pas la dernière. Je voyais comment elle s'était comportée à l'égard de nos banlieues, à l'égard de nos campagnes. J'avais vu changer ces fonctionnaires de mes jeunes années de maire qui me préparaient les dossiers pour que je puisse faire l'adduction d'eau potable, installer le téléphone, installer les égouts, faire des routes, parce qu'à mon village, il n'y avait ni route, ni téléphone quand je suis arrivé maire, ni télévision. Et c'était des ingénieurs de la direction départementale de l'agriculture dans l'État, c'est-à-dire l'État, qui m'encourageait, qui me trouvait l'argent. C'était invariablement financé à 90%, presque 100%, et on récupérait la TVA. Donc je gagnais de l'argent chaque fois que je faisais un investissement. Et progressivement, j'avais vu ces hommes et ces femmes changer, d'abord être tous mis sous un même toit, la direction de l'agriculture, celle de l'équipement, puis celle de l'environnement, et puis tous ensemble, et du coup il n'en sortait plus rien que les contrôleurs féroces, là où j'avais vu des facilitateurs qui aidaient à s'organiser, à des syndicats secrets, etc. Là c'était totalement râpé, alors aujourd'hui c'est la résilience générale. Bon, donc pour revenir à notre idée d'Europe, j'étais quand même marqué par le fait qu'il y a quand même deux pays qui ont fortement pesé sur le dernier millénaire, c'est les Britanniques et nous. Enfin, des États, le Royaume-Uni et la France. Même si on a passé plus de temps à s'étrangler qu'à travailler en bonne intelligence, il n'en reste pas moins vrai que nous avons dessiné le monde d'aujourd'hui d'une certaine manière. Et ça m'a marqué profondément. Puis, pour accélérer, les Anglais ont eu le Brexit. Mais le Brexit, au fond, c'est arrivé assez rapidement. C'est un parti au pouvoir qui dit, ça ne peut pas durer, on fait un référendum, mais qui c'est qui vote? Mais c'est des pauvres gens sans rien, des vacartiers de Manchester ou de Liverpool. C'est pas la City, mais la City ne voulait absolument pas. J'avais visité la City d'ailleurs, pendant mon tour de France, mon tour d'Europe. Elle ne voulait absolument pas, mais ça a fait des pourcentages énormes. On les a fait même revoter 2 fois. Ils ont encore redoublé d'ardeur. Et là, je commençais à voir le mal subliminal qui, à mes yeux, touchait non seulement la France, mais beaucoup d'autres pays. Les Anglais, c'était clair. Les Anglais, le Royaume-Uni, c'était clair. Mais je percevais un peu la même sensation en Hollande, en Allemagne. Et alors, si vous avez dans les pays de l'Est, anciens du pacte de Varsovie, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'au fond, il me semblait qu'ils avaient envie de travailler ensemble. Mais ils n'avaient pas envie, ils avaient envie de vivre dans le même quartier qui est l'Europe, si on veut bien considérer ça, comparer ça à une commune, mais pas tous sous le même toit. Voilà. Donc ça m'a interpellé, puis après, je n'ai pas voté Maastricht, bon là je reviens en arrière, je n'ai pas voté non plus le dernier référendum, qui a été perdu d'ailleurs, alors que tous les partis, même le Parti communiste était du côté, à Maastricht au moins il n'y était pas.
et on a pris les 54 presque... 2005. Oui, 2005. Voilà. Et tout ça, c'est des signes qui, à mon avis, étaient forts. Nicolas Sarkozy a voulu les interpréter. Il s'est pris une peine dans les pieds dans le tapis en voulant parler d'identité, de débat d'identité, etc. Mais le problème, moi, je commence à le voir, c'est que nous sommes dans des pays de trop vieilles traditions, de culture immense. Nous avons quand même eu des cerveaux du commun, des peintres, des sculpteurs, des écrivains, des musiciens dont on est fier, qu'on est fier de pouvoir associer, et puis peu importe d'où ils sont. Mais chacun a sa propre maison. Comme nous l'avons, nous, dans nos Pyrénées, on est des La Salle, on est des Cap-de-Ville, on est des... Voilà. Et je comprends à travers ce que vous dites que vous proposeriez un référendum pour le Frexit, par exemple. Alors, c'est là que je ne suis pas encore totalement arrêté, parce que les choses aujourd'hui sont très très avancées en matière de division. C'est-à-dire qu'à force de cliver pour un oui, pour un non, on a même réussi à dresser l'un contre l'autre celui qui perçoit le RSA, mais qui pense qu'en percevant le RSA, il a accompli déjà suffisamment de travail, de papier, etc. Donc ça suffit. Et puis, il ne veut pas apparaître comme un collabo du système. Donc il ne veut pas y travailler pour. Et celui qui se lève, comme aurait dit Sarkozy, tôt, pour aller gagner à peu près la même somme. Et j'ai vu à quel point ils ne se détestaient pas, ils se haïssent. Mais ça, c'est pas la peine d'aller à Paris, je le vois chez moi. Donc, je me suis dit, il y a quand même du travail. Donc, tout est plombé et tout est fait pour que ce soit antagonisé, dramatisé à l'extrême. Et il n'y a personne pour dire, mais enfin, mon Dieu, on est le même peuple, on est le même pays, on pourrait quand même essayer de s'entendre. Et il n'y a surtout jamais pour dire, il a raison à quelqu'un que tout le monde a laissé tomber. On le laisse tomber, mais personne ne dira jamais, non, là il a raison, non. Voilà. Alors, pour revenir maintenant à l'Europe, je pense qu'il faut imaginer une démarche. Les Français n'ont jamais rien fait comme les autres. D'abord, les Français ont cette réputation, toujours une querelle d'avance et une guerre de retard. Ça s'est toujours vérifié. Et là, je crois que nous sommes là. Nous en sommes là. Il y a un tel désordre dans ce qui reste d'expression politique de notre pays qu'il est absolument impossible à quelqu'un de moyennement structuré d'y comprendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que comme on ne peut plus affirmer une quelconque identité à son propre parti, il est vrai qu'Emmanuel Macron a apporté sa touche en faisant exploser les deux partis. Là, j'étais assez d'accord avec lui, avec ça. Parce que, bon, des républicains, tantôt des socialistes, avec exactement les mêmes schémas, les mêmes gars, les mêmes écoles, les mêmes habitudes, les mêmes vicissitudes, les mêmes turpitudes. Bon, et les mêmes politiques. Les mêmes politiques, oui, bien sûr. Je trouvais ça. Mais on est dans une période aujourd'hui de chaos où, au fond, il y a Macron qui n'a l'air, au fond, d'avoir... qui théoriquement n'a pas d'électeurs. Moi, je ne trouve pas quelqu'un qui me dit « moi, je vote Macron », mais qui continue quand même à tenir. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui se réclame des républicains, mais il n'est pas sûr non plus d'être républicain. Quand je vois ce malheureux Bertrand qui, à force de proclamer qu'il se servait des régionales dans les Hauts-de-France pour savoir si
il faisait là-bas la passe pour être investi par les Républicains, dont il ne fait d'ailleurs pas partie. Il a fini par attirer notre ministre, notre garde des Sceaux, pour aller. Voilà un président qui était pratiquement autodésigné, qui s'est autoproclamé, à la tête du RPR des Républicains dont il ne fait pas partie, et qui maintenant voit arriver le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, avec lequel, si les choses ont un sens, il va bien devoir s'entendre au second tour pour faire face au Front National, puisque ni l'un ni l'autre ne veulent le Front National. Je vois le PACA et je vois partout la même chose. Je fais campagne actuellement dans la Nouvelle-Aquitaine, avec un accord que mon petit mouvement, qui grandit quand même, a passé avec la ruralité. J'ai trouvé deux types que je connaissais, Pujalon, des anciens républicains, qui sont députés ruraux sortants, ruralistes. Avant, c'était chasse, pêche, nature et tradition. Et on s'est très bien entendu. Il y a 2 ou 3 ans qu'on envisageait ça. Eh bien, eux voulaient que je sois tête de liste. Mais moi, j'ai dit, je crois que je peux être plus utile à faire un tour de plus dans la présidentielle. Je peux l'emporter. Mais si je ne l'emportais pas, je peux placer quelques banderilles pour montrer qu'on ne sait pas où on est. Et on sera attendu sur 2 ou 3 sujets. Le premier, c'est indiscutable, c'est la sécurité, parce que les gens ont peur. Ils n'ont plus confiance en rien, ni en personne. Et ils sont persuadés qu'ils ne peuvent plus s'en remettre à qui que ce soit. Voilà. Et puis, l'autre sujet, c'est, partant précisément de la peur, c'est la défense. Mais quel type de défense ? Comment se défend-on alors qu'on voit les Chinois qui viennent prendre toutes les terres qu'ils peuvent prendre, l'Afrique sur laquelle nous avons eu des bons et des mauvais jours. Nous avons été capables du meilleur, du pire aussi, mais maintenant les Chinois ils font table rase, ils ne se posent pas tant de questions. Bon, les Américains sont restés les Américains, encore qu'ils sont passés au doigt de la catastrophe. Ils ont su trouver, enfin moi c'est mon explication, suffisamment de patriotisme pour remonter leur terrible passage du mois de novembre. Je suis à peu près certain que ce patriotisme, nous ne l'avons déjà plus en France. Il y est, mais nous n'osons pas le mettre en avant. C'est tabou, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes complotiste si vous empruntez tous ces termes-là. Donc, pour revenir à notre affaire sécurité, européenne, défense et le 3e axe. Je pense que le 3e axe, c'est du boulot. Reprendre l'amour du boulot, se former, être formé, mais tout en y participant. Et je l'avais décrit, ça je ne changerai pas grand-chose. Au fond, on sait aujourd'hui, on a les moyens, si on redonnait aux enseignants le rôle qui doit être le leur, entourés de gens bienveillants pour s'occuper aussi des enfants, en reconnaissant les parents dans leur rôle de parents, parce que vous savez, les parents restent des parents. La plupart sont séparés aujourd'hui, sont dans un nouveau ménage, ils ont des enfants qu'ils partagent avec leurs compagnes, etc. Mais ils restent des parents d'élèves. Et je me dis, si les profs étaient débarrassés et pouvaient redevenir à leur fond de métier, c'est-à-dire transmission du savoir, transmission de l'écrit, du fait de compter, de lire, et puis peut-être un petit peu plus aujourd'hui d'apprendre l'informatique pour ne pas le subir. Peut-être apprendre quelques arts martiaux pour apprendre une jeune fille, un jeune homme qui revient, qu'avec quelques simples quelques rudiments des arts orientaux, enfin des arts plutôt japonais ou autres, vous pouvez conformer
votre défense à celui de l'agression. Et vous faites très vite comprendre à quelqu'un que ce n'est pas la peine d'insister. Et ça réglerait bien des problèmes, et vous n'avez pas besoin de milice ni de quoi que ce soit si vous recevez. Mais c'est aussi un éveil à ce qui est beau, et qu'aujourd'hui on néglige. C'est un éveil à la culture, à la connaissance culturelle, à nos langues vernaculaires sur lesquelles nous avons voté. Je ne sais même pas si ça va tenir. Bref, à tout ce qui est du ordre de l'identité à l'intérieur du pays, qui fait partie de notre patrimoine. Et si nous retrouvons ça, je crois qu'il faudra effectivement proposer une réflexion que je vois progressive, pour ne pas cliver et faire tout exploser d'entrée. Et nous avons une porte d'entrée, nous, c'est la défense. Au fond, on supporte le poids de la bombe, c'est comme la force de dissuasion qu'on offre gratuitement à toute l'Europe. Personne ne nous demande si on a mal au crâne et si ça ne nous coûte pas un peu cher. On vend quand même, puisque nous sommes très largement producteurs d'énergie, on fournit l'énergie à nos amis allemands pour l'euro symbolique quasiment. On fait quand même beaucoup de cadeaux à beaucoup de monde qui nous en font peu. Et moi, je verrais bien une discussion en ouvrant le bal, en disant, bon, écoutez, moi, je n'ai pas besoin de dizaines de milliers de fonctionnaires européens. Je les laisse à ceux qui veulent bien continuer à les subir. Moi, j'ai besoin de schémas beaucoup plus simples, que j'ai connus tout au long de ma vie. Et je suggère à ceux qui veulent me suivre, eh bien, d'essayer de nous mettre dans le modèle Europe des Nations que De Gaulle a théorisé. Il n'y a qu'à lire, il n'a pas pu aller aussi loin qu'il le voulait, mais tout en gardant, en relançant la diplomatie, parce que la diplomatie est la grande absente, alors que nous sommes un pays de diplomates. La diplomatie française a quand même des lettres de noblesse. On se demande bien à quoi sert aujourd'hui un ambassadeur. D'ailleurs, lui-même est malheureux comme un chien, parce qu'il y a à peine 20 ans, le 14 juillet, c'était la fête pour tout le monde, sur toutes les latitudes. Et j'ai rencontré tellement d'ambassadeurs. D'abord, c'est l'ambassadeur qui parle, son Excellence. Il me fait remarquer que la vétusté de son ordinateur. Bon. Et puis ensuite, Madame me passe. J'ai observé l'entretien des plâtres à l'ambassade de France. Et puis après, en se lâchant un peu, les deux racontent qu'il y a 20 ans, il y avait du monde de partout, on ne savait pas où les installer. Le 14 juillet. 14 juillet. Mais après, il y a d'autres moments de rencontre. Et maintenant, si non pas quelques copains marocains, quelques copains belges, quelques copains allemands, etc., pour leur demander vite, faites du nombre. C'est-à-dire que l'image de la France dans le monde s'est dégradée, au point que les ambassadeurs ne vont même plus aux réunions du 14 juillet des ambassades de France. Oui, ils y vont, mais ils sont tout seuls. Alors qu'avant, vous aviez tous les ressortissants du pays dans lequel l'ambassadeur officier qui était là. Mais vous aviez aussi tous les représentants de la France. Vous avez quand même toujours un délégué militaire, vous avez un délégué culturel, ils ne se sentent pas concernés. Et ils n'invitent pas leur réseau. Ce qui fait qu'on est obligé de faire des semblants de 14 juillet, mais avec des copains à qui on demande de venir au dernier moment, qui ne se sentent absolument pas concernés, qui ne prennent aucun plaisir à boire un peu de whisky. D'ailleurs, c'est interdit maintenant, c'est de l'eau pétillante et quelques cocktails exotiques là où on en fait encore. Mais il n'y a aucune chaleur telle que je l'ai connue, telle que je les ai connus, moi, de ma vie. Et tout ça a disparu en 15 ou 20 ans. Donc, la diplomatie, il faut la relancer.
la diplomatie permet d'assouplir et de mettre en cohérence. C'est un langage un peu ésotérique, mais tout à fait nécessaire. Mais il faut d'abord commencer par y voir clair dans nos cerveaux. Et ça, c'est pas facile aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je suis plutôt adepte d'une démarche au long cours qui prouve plus par la capacité qu'elle donne à vivre nos propres retrouvailles. D'abord, les retrouvailles entre nous, habitants d'un pays, mais avec l'homme. L'homme qui retrouve l'homme. L'homme qui retrouve pas forcément la City ou Wall Street. Non, l'homme qui retrouve l'homme. Parce que ça peut faire un phénomène extraordinaire aujourd'hui, si on regarde bien, tout ce que l'on appelait les démocraties occidentales, c'est un amas d'hommes qui courent dans tous les sens, paumés, comme après le passage d'un tsunami, se raccrochant à une branche, je ne sais quoi. Mais un homme qui parlerait à l'homme, l'homme qui retrouve l'homme, ça peut créer deux citoyens. Deux citoyens, c'est le début du retour du peuple. Et ça tombe bien parce qu'en France, on a décrété, le peuple s'est décrété lui-même souverain. Et on a écrit ce morceau exceptionnel, qui est la déclaration sur le marbre du Palais Bourbon, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui nous a conféré, avec une langue certes exigeante, mais porteuse de liberté, d'indépendance d'esprit aussi, on a au fond atteint ce niveau de reconnaissance qui est la France est un pays à caractère universaliste. Donc on pourrait partir de cela et soigner d'abord la France. Moi je dis retaper la France, retaper la maison. Elle est mal foutue aujourd'hui, elle ne convient pas à ses habitants. Il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc au lieu de faire un programme, comme font tous les partis, c'est-à-dire on refait les chiottes, peut-être quelques un petit peu de peinture, eh bien, on se met à y réfléchir. On va commencer par les fondations, d'abord qu'elles soient antisismiques, parce qu'il y a quand même des tremblements de terre, etc. Et puis, on va dire, les jeunes vont dire qu'est-ce qu'il leur faudrait. Jusqu'à maintenant, on ne leur a rien demandé. D'ailleurs, ici, ils ne restent pas, même à la maison. Et puis, ensuite, ceux qui sont en âge voilà, vont dire ce qu'ils voient, ce qu'ils peuvent mettre, etc. Et il faut reconstruire, retaper cette maison-là pour qu'elle corresponde un peu à chacun, qu'elle soit comme nos maisons le furent, eh bien le lieu où toute la maison se retrouve dans les bons et les mauvais jours. Voilà. Et pour après la relation européenne, oui, nous serons certainement 5 ou 6 pays à démarrer sous cette nouvelle optique, sans couper forcément les ponts, sans brutaliser, sans brusquer. Il faut se poser la question de l'euro, qui a quand même été conçu sur la parité du mark. Du mark, bien sûr. Et qui avantage les Allemands et nous désavantage. Moi, je sais une chose, c'est que dans les années 70 encore, et même 80, on était obligé, même 90, on était obligé de réévaluer le mark tous les 2 ou 3 ans, parce que ça n'allait pas, et de dévaluer le franc aussi. La livre sterling naviguait toujours, à peu près comme elle pouvait. Elle a continué à exister. Donc déjà, si on aborde ces sujets sereinement, en gardant un euro comment je dirais, facilitateur pour les échanges, pour voyager, que tu ne sois pas obligé, si tu arrives à Rome ou à Berlin, aussitôt d'aller, comme tu le faisais, changer tes billets tout de suite, mais quand même que les économies repartent sur des fondamentaux. Pour moi, le fondamental, c'est
la monnaie n'est qu'un outil, et il y a la richesse. Et on a traduit un billet de banque après. Mais avec les milliards de dettes qu'on nous décrète, mais où est la richesse concrète? Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de commerce. Mais à quoi correspond notre richesse? Et à qui devons-nous? Donc finalement, je disais tout à l'heure que nous avions été vaincus dans une guerre que nous n'avons pas vue et qui nous a ramenés au statut de serfs, de sous-hommes, qui aujourd'hui sont archi-dominés et qui ont pour eux, ceux qui dominent sont les grandes puissances de la planète. Il a pu arriver qu'elles soient inspirées. Ford a beaucoup fait aux États-Unis. Peugeot et Citroën ont beaucoup fait en France. Mais aujourd'hui, je ne vois pas très bien ce que les grandes fortunes avec le numérique font. Et je ne vois pas non plus en France ce que font les grandes... Ce qui reste, à part Michelin, qui est resté vraiment français, et même Dassault, vous voyez, qui a quand même gardé une image, qui ne s'est jamais travestie. Bon, tout n'est pas parfait, mais il faut retrouver, et ce n'est pas une honte, le bonheur, la joie, la simplicité d'être français et de pouvoir côtoyer les Allemands, les Anglais, les Belges et les Hollandais. Vous allez trouver que c'est encore un peu confus, mais nous ne sommes qu'à 10 mois maintenant des élections. Le mouvement que j'ai engagé est un mouvement de longue haleine. J'ai dit, je dois toucher, et tous ceux qui m'approchent, tous ceux qui se réclament de moi, doivent toucher les Français au cœur. Là, en disant, nous allons nous engager dans un chantier magnifique qui va nous redonner du bonheur. Nous allons reformer, nous allons transmettre le savoir à nos enfants. On va voir émerger ceux qui seront les Gustave Eiffel de demain. Nous allons trouver celui qui a, ça on m'a piqué aussi l'expression, l'intelligence de la main qui vient directement du cerveau, qui est capable de façonner sa volonté à la matière, d'imposer sa volonté à la matière. Et là, ils ont un boulot, c'est rendre l'entrée de nos villes aussi belle que le furent nos villes, de restaurer entièrement les campagnes, de instaurer le service civique et militaire pour tous ceux qui ont 18 ans pendant une année scolaire. C'est vrai, ça fait partie de vos propositions. Oui. Et Monsieur Lassalle, je suis désolé de vous interrompre, je dois dire à ceux qui nous regardent que vous avez un avion à prendre. Mais avec vous, j'oublie tout. Malheureusement, on doit interrompre cet entretien et vraiment, j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble pour mieux vous découvrir. J'ai cependant une toute dernière question. En un mot, si vous deviez définir votre combat, quel serait ce mot? En un mot. La paix. La paix. Et le changement, il est minuit moins 5 pour que la paix perdure. Parce que la paix permet l'amour. La paix éclaire les yeux des cils. La paix rend joyeux. Et lorsqu'on est bien dans sa tête, lorsqu'on est bien dans son cœur, on est bien avec les autres. Merci beaucoup, Monsieur Lassalle.